Imaginez un lieu géographique hyper précis. Un jour, c'est une vallée super toxique étouffée par d'épaisses vapeurs de soufre, genre une terre maudite que les locaux appellent carrément le domaine des sorcières. Ouais, une ambiance assez apocalyptique, quoi. Grave. Et le siècle suivant, bam, ce même endroit devient un lieu de villégiature de luxe tout en bois de cyprès, où des pilotes kamikazes japonais boivent du saké en attendant leur mission suicide. Et c'est pas fini. Bah non, parce que quelques décennies plus tard, c'est tout simplement devenu le grand plateau de tournage en plein air du cinéma taïwanais, avec des motos et des acteurs costumés partout. C'est vrai que c'est une trajectoire qui défie toute logique linéaire. En fait, on aime bien croire que notre environnement est lisible, tu vois. Qu'un hôpital reste un lieu de soins, qu'une prison ressemble à une prison. Ouais, c'est rassurant. Exactement. Mais la géographie physique, c'est très souvent un palimpseste. Un palimpseste. Ouais, c'est ce parchemin antique qu'on a gratté et réécrit encore et encore jusqu'à ce que l'étiquette d'origine devienne complètement illisible. L'espace physique, il est superposé. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on plonge dans un document de recherche historique extrêmement riche qui s'intitule Recherche historique sur Beitou, archives approfondies et analyses. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est surtout pas de proposer un énième guide touristique, hein. Non, c'est pas du tout le but. On va plutôt essayer de décoder comment un seul lieu, donc Beitou, situé au nord du bassin de Taipei, juste au pied du groupe volcanique de Tatun, a vu son espace réécrit et transformé de manière presque absurde au fil des siècles. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'histoire de Beitou fonctionne un peu comme un scalpel pour disséquer la mécanique du pouvoir. C'est-à-dire. Ça nous montre de manière très clinique comment des forces externes, des empires successifs ou des impératifs économiques, vont dicter de A à Z la fonction d'un espace géographique. En fait, le paysage n'est jamais neutre. Il est sculpté par l'agenda de celui qui le domine à l'instant T. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est précisément pour ça que cette analyse résonne bien au-delà de Taïwan, pour quiconque nous écoute aujourd'hui. Ça nous pousse à regarder différemment les bâtiments banaux ou les paysages qu'on croise tous les jours. Derrière une façade silencieuse se cachent souvent de multiples vies antérieures. Et des luttes de pouvoir totalement invisibles. Pour comprendre comment cette valse des identités a commencé pour Beitou, il faut remonter le temps et parler de ce qu'on pourrait appeler l'alchimie de l'Empire. Avant le XVIIe siècle, pour la tribu locale autochtone, les Kétagalans, cet endroit s'appelait Patawa. Ce qui se traduit textuellement par la terre des sorcières. C'est ça, les descriptions de l'époque évoquent un lieu spirituel, super redouté, constamment plongé dans des brumes épaisses, avec des odeurs de soufre hyper perçantes et oppressantes. Ouais. Et cette géographie naturelle menaçante va soudainement basculer au cœur d'un réseau militaire mondial. Tout ça à cause d'un événement déclencheur qui survient en 1696. À des centaines de kilomètres de là en plus. C'est ça. Sur le continent, la poudrière de Fujou explose accidentellement. Ah ouais, la catastrophe. Un désastre stratégique total pour la dynastie Qing qui perd en un instant une quantité colossale de sa poudre à canon. Il devient donc impératif de trouver du soufre, qui est la matière première critique, pour reconstituer les arsenaux. Or, Taïwan, et particulièrement cette région volcanique de Beitou, elle en regorge. Exactement. Sauf que, jusqu'à ce jour, l'île était catégorisée par l'Empire Qing comme une zone frontalière interdite. C'était perçu comme sauvage et politiquement incontrôlable. Mais bon, la nécessité militaire vient fracasser cet interdit. Dès l'année suivante, en 1697, un fonctionnaire du nom de Yu Yung-he est expédié sur place pour orchestrer l'extraction. Et il documente cette aventure dans un journal de bord célèbre. Ouais, le BIGO. Et honnêtement, en lisant la source, ça ressemble par moments à une descente aux enfers. Il est guidé par le chef de la tribu Ketagalan et il s'enfonce dans une vallée rongée par une chaleur extrême. Il décrit des terres brûlées, mais surtout des miasmes toxiques si denses que les travailleurs avaient l'impression que leur crâne allait littéralement éclater sous la pression des gaz. Les archives sont vraiment précieuses là-dessus, car elles détaillent la mécanique implacable de cette expédition. Il s'agissait de mettre en place une économie de troc, et c'était très asymétrique avec les autochtones. T'as les chiffres en tête? Ouais. Le contrat d'échange stipulait que 7 pieds de tissu permettaient d'acheter un panier de terre sulfureuse. Et qui fait environ 100 jeans, si je me souviens bien de l'unité de l'époque. Qualité inouïe. C'était pas juste ramasser des cailloux par terre. Non, pas du tout. Il fallait mélanger de l'huile et de la terre sulfureuse brute dans de grands pots placés sur des feux extrêmement vifs. De l'huile, pourquoi faire? L'huile permettait de lier les impuretés, pendant que la chaleur extrême forçait le soufre pur à se séparer. Le problème, c'est que ça dégageait au passage des nuages toxiques carrément suffocants.
Donc tu as des travailleurs qui opéraient dans une chaleur tropicale étouffante, en inhalant des gaz acides, tout ça pour satisfaire la demande d'une armée impériale lointaine. C'est une mobilisation brutale d'une frontière sauvage. Totalement. Si on y réfléchit, on peut tout à fait tracer un parallèle entre cette ruée vers le soufre au XVIIe siècle et la course frénétique actuelle pour les métaux de terres rares ou le lithium. Ah, l'analogie est parfaite. C'est toujours une demande technologique ou militaire mondiale qui vient percuter une région reculée, exploitant la main-d'œuvre locale pour la transformer presque du jour au lendemain en zone de sacrifice. Et le document souligne d'ailleurs que la dynastie Qing a développé une paranoïa monumentale autour de cette vallée de Beitou. Ah oui, la fameuse politique de la montagne brûlée. Ouais. Faut comprendre que le soufre, ça représentait le pouvoir de faire la guerre, et par extension, le pouvoir de fomenter une rébellion. Ce qui terrifiait la dynastie Qing. Évidemment, ils avaient peur que des insurgés locaux s'emparent de la ressource. Ils ont donc oscillé entre un monopole d'État impitoyable et des interdictions radicales. Et sous le règne de l'empereur Qianlong, cette psychose sécuritaire a donné naissance à cette politique de brûler la montagne. Et c'est pas une métaphore, hein. Chaque année, l'armée impériale était dépêchée pour incendier méthodiquement toute la végétation autour de la vallée du Soufre. Attends, ils mettaient le feu exprès à la forêt? Chaque année. En détruisant le couvert forestier, l'Empire s'assurait qu'aucune exploitation minière clandestine ne puisse être dissimulée aux yeux des patrouilles. Il modifiait la biosphère par le feu pour garantir leur monopole politique. Mais du coup, je bloque sur un point. On a une terre toxique, irrespirable, que l'Empire brûle tous les ans pour éviter les rébellions. Comment diable cet enfer de soufre devient-il quelques décennies plus tard la destination bien-être et luxe numéro 1 de l'Asie orientale? Il y a forcément eu un changement de paradigme radical. Ce pivot conceptuel repose entièrement sur l'invention de la santé scientifique. C'est-à-dire? À la fin du 19e siècle, Taïwan passe sous le contrôle de l'Empire japonais. Et la valeur de Beitou va muter. On abandonne l'extraction de ressources militaires pour extraire de la civilisation. De la civilisation. Ouais. L'eau très acide de la rivière de Beitou qui détruisait les cultures et que les agriculteurs de l'ethnie Han considéraient comme un poison mortel, elle va être réévaluée. À travers le prisme de la science occidentale, c'est ça. Exactement. Une science importée par le nouveau régime colonial. L'année 1905 marque vraiment ce point de bascule. Les géologues japonais arrivent avec leurs instruments de mesure et leurs systèmes de classification. Et il y a ce chercheur, Okamoto Yohachiro, qui découvre quelque chose d'inédit dans les sédiments de la crique de Beitou. Des cristaux radioactifs. Et l'impact géopolitique de cette trouvaille est massif pour le Japon. Ces cristaux sont officiellement présentés en 1912 lors d'une grande conférence scientifique internationale à Saint-Pétersbourg. Et c'est là qu'ils sont baptisés okutolites, un mot dérivé de okuto, qui est la prononciation japonaise de Beitou. C'est un détail crucial. C'est le seul minéral au monde à porter le nom d'un lieu taïwanais, mais un nom imposé par le colonisateur. Cette validation par la communauté scientifique agit comme une formule magique. Le poison redouté devient instantanément une source thermale au radium. Avec de prétendues formidables vertus curatives, on encadre la toxicité pour la vendre comme un remède médical de pointe. On traduit chimiquement la malédiction en miracle, quoi. Et pour exploiter ce nouveau statut, l'infrastructure suit le mouvement. En 1901, le chemin de fer arrive pour acheminer les visiteurs. Mais la recherche met aussi en lumière la construction d'une infrastructure spirituelle tout aussi importante. Ouais, parce que percer des voies ferrées dans cette montagne escarpée, ça coûtait la vie à beaucoup de travailleurs japonais. Donc, pour soutenir leur morale, on construit en 1916 le temple Tiejen. L'actuel temple Puji. Et l'ironie est sublime ici, le nom d'origine du temple dérive directement du nom posthume d'un haut fonctionnaire des chemins de fer. Murakami Shoiki. C'est fou de lier la religion à l'ingénierie ferroviaire comme ça. L'architecture de ce temple est une leçon d'intégration coloniale. Construit en bois de cyprès massif, c'est un temple zen japonais classique, avec ses fameuses fenêtres en forme de cloche, les fenêtres à feu. Et la divinité à l'intérieur. Originellement, c'était la Tangishu Kwanin qui était chargée de protéger les sources thermales. Mais ce qui illustre parfaitement notre concept de palimpseste géographique, c'est son sort après la Seconde Guerre mondiale. Quand les Japonais partent? Voilà, la figure religieuse ne disparaît pas. Elle fusionne avec les croyances populaires taïwanaises pour devenir la Songzi Guanyin, la déesse qui accorde des enfants. Les murs restent debout, mais la divinité s'adapte aux besoins de la nouvelle population. Le décor reste, l'acteur change. Et tout ce dispositif de contrôle trouve son point culminant avec la visite du futur empereur du Japon en 1923, le prince héritier Hirohito.
Une inspection qui dépasse largement le cadre des vacances impériales. Si on relie ça à une perspective plus large, c'est l'incarnation même du colonialisme scientifique. Il vient observer de ses propres yeux les cristaux radioactifs, puis se rend au temple Tiédienne. C'est une mise en scène limpide. Le message, c'est que l'Empire japonais a la capacité technologique de dompter la nature sauvage, l'intellect pour la classer scientifiquement et le pouvoir spirituel de la sanctifier. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette quête acharnée pour transformer un enfer naturel en paradis du bien-être, ça va engendrer les contrastes les plus sombres du XXe siècle. L'architecture de la guérison va doucement glisser vers l'architecture de la réclusion. Et l'exemple parfait, c'est le Nitaka Hotel, qui abrite aujourd'hui le Marshall Zen Garden. Dans les années 1920, c'est le luxe absolu. Un hôtel d'observation avec des cloisons en papier de riz, des bains chauds suspendus au-dessus de la vallée. Sauf que la fin de la Seconde Guerre mondiale percute cette élégance de plein fouet. La situation militaire devient désespérée et l'armée impériale japonaise réquisitionne purement et simplement ce fleuron de l'hôtellerie. Il est transformé en station de réconfort, c'est ça ? Ouais, mais surtout, il sert de dernière demeure terrestre aux jeunes pilotes kamikazes avant leur vol sans retour. Ouah. Le contraste psychologique est vertigineux. Tu m'étonnes. T'as ces très jeunes hommes condamnés à une mort violente le lendemain matin, qui passent leurs dernières heures de vie à boire du saké, à profiter des eaux thermales et à graver des poèmes d'adieu sur des boiseries de cyprès finement travaillées. Le romantisme du désespoir qui s'infiltre dans une architecture conçue pour la relaxation totale. L'espace de santé est carrément devenu l'antichambre de la mort. Et l'ironie s'épaissit encore à l'ère de la guerre froide. Le régime japonais est tombé, le Kuomintang dirige Taïwan, et ce même écrin de luxe se métamorphose en prison dorée. C'est l'histoire de Zhang Xueliang. Le jeune maréchal, ouais. Une figure militaire et patriotique monumentale de l'histoire chinoise qui est assignée à résidence ici de 1960 à 1993. On parle de plus de 30 ans d'enfermement à l'intérieur d'une ancienne structure de loisirs ennemie. Le dispositif d'isolement est particulièrement pervers d'ailleurs. Le dossier de recherche nous apprend que l'actuel salon de thé du complexe, le Jiaoliu Tea House, était à l'époque aménagé en dortoir. Pour loger les dizaines de gardes des services secrets chargés de scruter le moindre de ses mouvements. C'est dingue. Extérieurement, le mec vit dans un décor de cartes postales, il se baigne dans des sources chaudes privées, il contemple des couchers de soleil spectaculaires sur la plaine de Taipei. Mais intérieurement, c'est un spectre politique. Il est réduit à l'état de fossile humain, complètement coupé du tumulte de l'histoire. Il y a cette citation de lui dans les sources, d'une mélancolie écrasante. Il dit « Mon histoire s'est arrêtée à 36 ans, après il n'y a plus rien eu. » C'est glaçant. Franchement, ça interroge profondément sur ce qui constitue vraiment une prison. On imagine souvent des murs en béton armé, des miradors, des barbelés. Mais l'histoire de Baitu nous montre qu'une architecture pensée pour le plaisir sensoriel, avec ses jardins zen et ses bains chauds, ça constitue la prison invisible parfaite. L'isolement est déguisé en luxe extrême. Le confort agit comme un anesthésiant pour le prisonnier. Exactement. Ça le coupe du monde avec beaucoup plus d'efficacité qu'un simple cachot. L'anesthésie par la beauté, c'est redoutable. Mais la roue de l'histoire tourne encore. Au fil des décennies, l'urgence de la guerre froide s'atténue, l'emprise strictement politique s'éloigne du cœur de la ville. Les services secrets partent. Et on se retrouve alors avec une infrastructure spatiale immense et largement vacante. Des hôtels géants, des villas bourgeoises, des routes sinueuses. Et la nature ayant horreur du vide, cette infrastructure va être piratée par une force radicalement différente. La culture populaire et la production de masse. La vallée se transforme en immense usine de divertissement. On bascule dans les années 50 et 60, l'âge d'or du cinéma en langue taïwanaise. Une industrie qui est alors naissante, qui n'a pas les moyens de se payer de véritables studios de tournage et avec des budgets familiques. Du coup, les réalisateurs regardent les rues escarpées et les vieux hôtels de Beitou et y voient le plus grand plateau de cinéma gratuit de l'île. C'est la naissance de ce qu'on a appelé le Hollywood taïwanais. C'est un cas d'école de tactique de guérilla urbaine et culturelle. Les documents décrivent un rythme de production frénétique. Genre, un long métrage entier était plié en 15 ou 20 jours. Ah ouais, très rapide. L'astuce consistait à squatter l'infrastructure existante. Les équipes louaient des hôtels thermaux entiers, comme le pavillon Phoenix, pour profiter de ces immenses pièces recouvertes de tatami. Où ils investissaient les villas de style occidental de Wellington Heights pour simuler des intrigues internationales, sans même quitter le pays. Le pragmatisme était absolu. Pendant la journée, la lumière naturelle du parc servait pour les plans extérieurs. Et la nuit? À la nuit tombée, les chambres d'hôtel n'étaient pas utilisées pour dormir. Elles étaient réaménagées en décor de studio pour tourner les scènes d'intérieur jusqu'à l'aube.
L'analogie qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le mode opératoire des créateurs de contenu indépendants d'aujourd'hui. Les vlogueurs. Ouais, ou les réalisateurs indécis qui détournent l'espace public urbain ou des locations Airbnb pour fabriquer des décors à moindre coût. Les réalisateurs de Baitu prouvent que le manque de ressources financières, c'est pas un obstacle quand on a l'agilité nécessaire pour s'approprier l'architecture. Et ce chaos organisé a donné naissance à une véritable économie symbiotique. Le cinéma nourrissait la culture musicale Nagassi. Tu sais, ces groupes itinérants qui jouaient dans les hôtels et finissaient par composer les bandes originales? Et puis il y avait le fameux tissu conjonctif de cette industrie, les livreurs à moto. Ah, ce service de coursier à moto, c'est le détail logistique qui révèle l'ampleur de la machine. C'est génial ça. À l'origine, ces motards gagnaient leur vie en transportant les riches curistes dans les pentraites de la ville. Mais le cinéma les a transformés en réseau de données physiques, en fait. Il déplaçait en urgence les acteurs, parfois encore maquillés et engoncés dans des costumes d'époque, d'un plateau à l'autre, à l'arrière de leur bécane. J'imagine la scène, le samouraï ou la dame en robe d'époque sur un scooter. C'est ça, ils fonçaient à travers la montagne pour livrer les lourdes bobines de films au laboratoire de développement situé en ville. La géographie de Baitu fonctionnait comme une chaîne de montage géante. Synchronisé par le bruit des moteurs à deux temps. Malheureusement, ce bouillonnement créatif a été étouffé. Le gouvernement central a commencé à promouvoir de manière agressive le cinéma en langue mandarine, coupant systématiquement les financements et les circuits de distribution du cinéma en langue taïwanaise. Le Hollywood de Baitu a fini par fermer ses portes. Marginalisant par la même occasion une expression vitale de l'identité linguistique locale. Tout à fait. Et ça soulève une question importante quant à la façon dont les historiens décryptent l'urbanisme. En synthétisant l'évolution de Baitu, ces recherches dégagent 3 règles fondamentales. Lesquelles? Premièrement, la règle de la superposition spatiale. Les bâtiments résistent au temps, on ne les détruit pas forcément, on les traduit pour servir de nouveaux maîtres. Le palimpsestre dont il parlait au début. Exact. Deuxièmement, la transition de la valeur perçue. On observe un glissement spectaculaire. On part d'un poison redouté, Puis, on extrait un soufre explosif puis on commercialise un radium médical. pour aboutir finalement, aujourd'hui, à un héritage culturel intouchable. Voilà, et la 3e règle, en filigrane de tout ce document, c'est que Baitu a toujours agi comme une simple scène de théâtre pour les puissances extérieures. L'Empire Qing y a extrait sa puissance de feu, le Japon y a mis en scène sa supériorité scientifique et coloniale, Le Kuomintang y a enterré vivant l'un de ses plus grands prisonniers politiques. et l'industrie du cinéma a vampirisé ses décors pour produire de l'illusion à bas coût. En gros, le pouvoir écrit le scénario, la géographie fournit les planches. Le constat est sans appel. Un paysage urbain n'est jamais figé dans le temps. Chaque bâtiment, chaque espace naturel aménagé, c'est un document violemment gratté et réécrit par le système économique ou le régime militaire qui détient la force de l'imposer à un instant précis. L'architecture est le moule dans lequel chaque époque vient couler ses propres obsessions. Très bien résumé. Et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter une seconde pour retourner le miroir vers notre propre époque. Actuellement, notre société génère des espaces massifs extrêmement spécifiques. Des centres commerciaux géants, par exemple. Oui, dédiés à l'hyperconsommation ou d'immenses zones de transit aéroportuaire, ou même, tu sais, ces centres de serveurs informatiques silencieux, ultra réfrigérés, qui stockent nos vies numériques au milieu de nulle part. C'est clair. Tous ces lieux subiront mathématiquement leur propre traduction spatiale. Dans un siècle, quels centres commerciaux parfaitement banals ou quelles fermes de données silencieuses seront considérés par les historiens du futur comme les véritables monuments de nos névroses, de nos guerres de l'information ou de nos prisons algorithmiques? C'est une excellente question. La prochaine fois qu'on franchit les portes coulissantes d'un bâtiment familier et fonctionnel, il y a vraiment de quoi se poser la question. À quelle fonction imprévisible ces murs serviront-ils quand le monde entier aura changé de visage? Au fond, sous l'asphalte et les néons de nos villes, le brouillard suffocant de l'antique vallée des sorcières flotte peut-être encore, attendant tranquillement son prochain rôle.